Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De mémoire de madrilène, on n'avait jamais vu ça. Ce matin, le centre-ville ressemble à un véritable bunker. C'est ici que l'OTAN a choisi de se réunir. 30 pays membres plus les invités. Au total, 40 délégations pour un sommet au parfum de guerre froide. Avant de voir les enjeux, on va d'abord s'arrêter sur les mesures de sécurité exceptionnelles avec William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 sur place. William, c'est un défi logistique que les autorités madrilènes s'apprêtent à relever. Oui, la presse espagnole la présente même comme la plus importante opération de sécurité de l'histoire moderne du pays. 10 000 membres des forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser le centre de Madrid qui va vivre sous cloche pendant 72 heures. Le défi logistique est immense, depuis les hôtels jusqu'au parc des expositions qui se transformera en véritable bunker. Pour vous donner une idée, les Américains ont réservé à eux seuls 1200 chambres, rien que pour l'entourage de Joe Biden. Le gouvernement a décrété le niveau 4 d'alerte sur une échelle de 1 à 5. C'est surtout le risque de cyberattaque qui est le plus redouté par les autorités. Les attaquants pourraient être tentés par exemple de bloquer les aéroports et donc impacter la tenue de ce sommet. Opérer une cyberattaque au même moment serait une vitrine incroyable pour Moscou, nous expliquait il y a quelques jours un spécialiste de la cyberdéfense, sans compter les risques liés à la nature même de ces rendez-vous qui habituellement grenouillent d'espions venus des quatre coins du monde. Les connexions au Wi-Fi public sont autant de portes d'entrée pour obtenir des informations cruciales sur les négociations en cours. Toutes les parties savent que le moindre événement peut être exploité pour créer un incident diplomatique. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 au sommet de l'OTAN à Madrid. Au cœur des débats à Madrid aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Évidemment, pour l'OTAN, Moscou est clairement redevenu la menace numéro 1. Avant même le début de ce sommet, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a annoncé un gonflement des effectifs militaires mobilisés de 40 000 à plus de 300 000 hommes. Il prévoit également de renforcer les effectifs des pays baltes. C'est là que se situe la menace et c'est là que nous retrouvons notre envoyé spécial en Lituanie. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Quelles sont les raisons objectives qui poussent l'OTAN à renforcer sa présence dans ce pays ? Eh bien, pour une raison de géographie, puisque la Lituanie est située entre la Biélorussie, à l'est, grand allié de la Russie, et Kaliningrad, à l'ouest, cette petite enclave russe au bord de la mer Baltique. Elle sert de poste militaire avancé. Moscou y entasse tous les armements possibles. Une marine surpuissante avec plus de 70 navires et sous-marins de la flotte de la Baltique. Depuis l'offensive en Ukraine, des missiles hypersoniques et même des missiles à tête nucléaire, dont Moscou a simulé des tirs en mai dernier. Tout cet armement sert à menacer l'Occident et directement la Lituanie, où passe le corridor de Suwałki qui relie donc la Russie à ce territoire stratégique, une épine dans le pied de l'Occident et de l'OTAN. Caroline, la pression sur Vilnius est montée d'un cran avec cette cyberattaque attribuée aux Russes. Oui, une attaque qui a entraîné l'arrêt des services fiscaux ici en Lituanie. La délivrance des passeports était aussi perturbée. Cette intrusion a été revendiquée par un groupe de pirates informatiques russes en réaction, disent-ils, à l'interdiction du transit de certains produits vers Kaliningrad dans le cadre de nouvelles sanctions économiques qu'a pris l'Union européenne début juin. De telles attaques sont récurrentes ici depuis le début de la guerre en Ukraine et le directeur du Centre national de cybersécurité s'attend à de probables attaques similaires, voire plus intenses. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Vilnius en Lituanie. Autre sommet, celui du G7, il s'est achevé hier. Ses membres ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Aussi longtemps qu'il le faudra, message des 7 dirigeants envoyés au président ukrainien Zelensky. Le G7 qui condamne la frappe russe sur un centre commercial à Kremenchuk et parle de crimes de guerre. Le bilan encore provisoire fait état de 18 morts et d'une soixantaine de blessés. Il est 7h05, retour en France après la revalorisation des prestations sociales. Le gouvernement planche toujours sur son projet de loi pouvoir d'achat. Il pourrait augmenter la prime transport. Et les automobilistes s'affolent de voir les prix à la pompe s'envoler. Plus de 2 € le litre en moyenne, 2,13 € le gasoil par exemple. Noah Moussa, l'exécutif s'apprête donc à faire un geste pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Oui, cette prime qui était jusqu'à présent accordée aux seuls salariés éloignés des transports en commun pourrait être élargie à tous les conducteurs de véhicules motorisés sans exception, que ce soit des voitures, camions, motos, et il n'y aurait plus de restrictions géographiques, y compris en région parisienne. Par ailleurs, son montant jusqu'ici plafonné à 200 € par an pourrait doubler. Une mesure très attendue des salariés, mais que toutes les entreprises n'auront pas les moyens de financer, selon Bénédicte Caron, vice-présidente de la CPME. Cette aide, elle est versée directement par le chef d'entreprise. Il ne peut pas y avoir d'aide du gouvernement. Donc c'est forcément un coût important en fonction du nombre de collaborateurs pour les entreprises. Et pour qu'une entreprise puisse la donner, il faut qu'elle en ait les moyens. Moi, par exemple, c'est une prime que je n'ai jamais mis en place dans mon entreprise. Vous prenez 100 collaborateurs. Moi, je suis dans une zone rurale, donc pratiquement tout le monde vient en voiture. Même si je me limite à 400 €, c'est 40 000 € de coût pour l'entreprise. Un dispositif temporaire qui serait valable uniquement cette année et l'an prochain, mais qui pourra être cumulé avec la prise en charge par l'employeur
employeurs des abonnements au transport en commun. Noah Moussa du service économie d'Europe 1. Les dernières heures au procès des attentats du 13 novembre, les juges se sont retirés pour délibérer. Et les 14 accusés ont pris une dernière fois la parole hier, chacun leur tour. Dernière adresse à la cour d'assises spéciale avant le verdict attendu demain en milieu d'après-midi. Un procès qui n'a pas levé toutes les zones d'ombre, Gladys Laffitte. Ah oui, par exemple, sur les cibles de l'attentat, comment ont-elles été choisies? Notamment les terrasses de café parisiennes. C'était une question que se posaient de nombreuses parties civiles, mais qui restera sans réponse. Autre interrogation, que devait-il se passer à l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas? Le 13 novembre, 2 des accusés y ont fait un aller-retour depuis Bruxelles, mais sans qu'il ne s'y passe rien. Malheureusement, ces 2 hommes, dont l'un est considéré comme un haut cadre de l'État islamique, ont choisi de garder le silence tout au long de l'audience. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a aussi été visité par le commando. En tout cas, l'une de leurs voitures s'y est rendue quelques heures avant les attentats. Mais pour quoi faire? Un repérage, déposer ou récupérer quelque chose? Si Salah Abdeslam a finalement décidé de dévoiler ce qu'aurait été sa mission ce soir-là, se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement, il n'a pas donné de détails organisationnels sur la cellule et sur les derniers préparatifs. Certaines parties civiles et l'accusation étaient restées sceptiques face à cette nouvelle version fournie à l'audience par le principal accusé de ce procès. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Enfin, les sports, c'était sans doute l'un des coureurs français parmi les plus attendus par les fans de cyclisme. Julien Alaphilippe renonce au Tour de France. C'est un véritable crève-cœur. Immense déception qu'il confie ce matin à nos confrères de l'équipe. Le coureur de la Quick Step n'était pas certain de tenir la distance d'un grand tour, trop juste physiquement, pas complètement remis de sa spectaculaire chute il y a 2 mois lors de Liège-Bastogne-Liège. Son absence va peser et surtout se voir. Notre consultant Richard Virenque est catégorique. Sans Alaphilippe, eh bien ce tour n'est plus le même. C'est un coureur qui porte le public, c'est un coureur qui a du panache, qui a quelque chose en plus que les autres. Il faut noter que Julien, depuis maintenant plusieurs années, vient sur le Tour pour remporter une étape, 2 étapes, prendre le maillot jaune, prendre le maillot à pois. Il fait le show, Julien, que ce soit en travaillant pour ses équipiers ou sinon en travaillant pour lui à l'attaque. Donc voilà, il va manquer sur le Tour parce que sa présence déjà fait du bien, parce qu'il a une course offensive et c'est un coureur qui compte pas trop les efforts. Ça va être un peu d'amertume ce départ du Tour sans Julien Alaphilippe, ça c'est une certitude. Richard Virenque, consultant d'Europe 1 sur ce Tour de France qui s'élancera vendredi de Copenhague. Il répondait à Jean-François Pérez. Et ce sera évidemment à suivre sur Europe 1. Merci Christophe Lamar. Dans un instant, l'édito international en plein sommet du G7 hier. Un missile russe a frappé un centre commercial bien loin du front du Donbass. Il n'y avait pas de dépôt d'armes, il n'y avait pas de batterie de missiles cachée, non. Rien que des civils. Et un message pour les Occidentaux signé Vladimir Poutine. Décodage, Vincent Hervouette dans un instant.